Et on est live. J'aurais dû prendre mon téléphone pour voir. Écoutez, c'est parti. Bienvenue au premier live, à la première émission Homme de l'ombre. Comme on l'a dit, comme on l'a teasé, l'idée, yes, on est go. Yeah. It's go. It's starting. On est avec Michou, on est à Five Axis en Égypte. Donc première émission live Homme de l'ombre avec mon co-host Noah. Est-ce que j'ai le droit de dire mon bébé en live? J'ai le droit? Non. Ok. Donc première émission live. L'idée c'est d'analyser justement la stratégie d'un entrepreneur, comme je l'ai dit. Pas de marketing superficiel, pas de hack, pas de raccourci, pas de dopamine. Ici, on est vraiment dans de l'infrastructure, de la structure du système. Et j'ai avec moi donc Monsieur Noah et j'ai mes super co-hosts également que je vais présenter, dont mon avocate, Maître Karim Mazan, que je vais introduire tout doucement. Joris, également expert SaaS et Tech, qui va nous présenter un SaaS justement en lien avec l'invité. Et quel invité? Donc une invitée assez exceptionnelle, une entrepreneuse qui vient de rejoindre le portfolio Code et Médias. Elle a été 4 fois olympienne. Elle a l'habitude de performer sous pression et aujourd'hui, elle transforme sa brand d'athlète en capital risque parce qu'elle investit dans des startups. Elle accompagne des entreprises sur la performance de haut niveau et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Bonjour Reina, je ne sais pas si vous m'entendez, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Salut, Bonjour. bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous. Merci, Ravie de merci. voir Noah aussi. C'est formidable. Ce passage de relais. C'est Super. ça exactement, parce que c'est aussi l'objectif justement de tout ce qu'on construit chez Code et Médias. J'ai pivoté ces 2 dernières années sur le fait de créer quelque chose qui se cède, qui puisse devenir un héritage. Et justement, c'est comme ça qu'on a créé les piliers autour de Code et Médias, à savoir, au-delà de la publication, du contenu, de la stratégie, du business, c'est créer des assets, des actifs qui puissent compound, donc prendre en valeur avec le temps et qui puisse se léguer justement à son héritage, à sa descendance. Et donc, ça me tenait à cœur que Noah soit présent parmi nous. Donc voilà. Sans plus attendre, on va enchaîner. Même si on est live, l'idée c'est d'avoir justement un peu un format un peu télé. Donc comme je le disais, pas de recette rapide. Le personal brand, on en parle, mais on en parle comme d'une infrastructure, de quelque chose qui crée du business, qui crée de l'opportunité très rapidement et qui va créer de la valorisation. Et donc, on va en parler. Nous, ici, on parle réellement de temps long, d'héritage et de stratégie vraiment sur du temps long, je me répète. L'idée de Code et Médias, pour ceux qui nous découvrent, donc moi je suis Valdi Zembele, à la tête de Code et Médias, qui est une agence où on accompagne les entrepreneurs sur la création d'infrastructures créatives, donc qui vont créer, je le répète, des assets et des actifs qui vont compound. Et donc ces assets-là sont une chaîne YouTube, un livre, le fait de participer à des conférences, tous ces outils-là permettent de créer des leviers d'autorité, de permettre un meilleur positionnement sur votre marché et d'avoir beaucoup plus d'opportunités commerciales in fine. Donc, pour rapidement vous expliquer pourquoi Code et Médias, ça vient de Naval Ravikant, qui est un entrepreneur milliardaire qui a investi dans des startups à la Silicon Valley. Et ce qu'il explique, c'est que vous avez 3 leviers d'enrichissement. Donc, le capital. Donc, l'accès au capital, c'est le fait d'avoir accès à l'argent des banques, les levées de fonds, donc qui sont assez restreints, qui demandent la permission d'une personne extérieure. Vous avez également le travail qui nécessite forcément la permission de quelqu'un pour pouvoir travailler pour lui ou avec lui ou inversement. Et vous avez le nouveau levier d'enrichissement comme il appelle ça, des riches modernes. Le levier moderne, c'est le code. Parce qu'aujourd'hui, vous apprenez à coder. Noah, toi, tu apprends à coder en ce moment. On apprend à coder, on peut faire une application et on n'a besoin d'aucune
permission extérieure. Donc, on code, on crée une application, un SaaS, on le met en ligne et on génère de l'argent de manière scalable parce qu'une fois que c'est codé, ça vous rapporte du business, des opportunités commerciales pendant votre... Donc, c'est un peu l'idée. Et donc, l'équivalent du code, ce qu'il dit, c'est quand vous ne savez pas coder, créez du média. Et donc, le média, une chaîne YouTube, un livre, des choses que vous publiez de manière digitale, vous rapportent également des opportunités commerciales pendant votre sommeil. Et donc, l'équivalent du code, c'est le média. Donc, voilà pourquoi code et média. Et nous, on utilise un peu les deux leviers parce qu'on va coder des applications pour nos clients, on va des automatisations, on va en parler pendant l'émission et on va mettre en place une stratégie média qui va permettre un meilleur positionnement, plus d'autorité et plus de leads, d'acquisition de leads, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vous laisse sur cette idée. Le but aujourd'hui, c'est de parler de notre invitée, Reina Flor. Donc, Reina, je vais te laisser te présenter dans un premier temps et puis on va enchaîner ensuite avec les interventions de notre équipe de choc. Ok. Ok, félicitations Waldy pour tout ce que tu fais. Je suis vraiment heureuse, ravie d'être là. Je suis super contente de faire partie d'une équipe qui gagne. Et bien sûr, c'est le mot des sportifs, hein. Donc, je me présente rapidement. Je suis Reina Flor Okori. Je suis originaire de la Guinée équatoriale et une partie du Nigeria. Quand j'avais 3 ans, mes parents ont décidé de venir en France pour nous offrir des meilleures infrastructures, des meilleures ressources pour notre éducation. Et donc, j'ai grandi à Besançon, donc dans le nord-est. C'est une ville qui est très, très jolie. Il fait très chaud l'été, il fait très froid l'hiver. Voilà, pour résumer. Et puis, un jour, à l'âge de 12 ans, mon prof de PS m'a proposé de faire une course au stade. Et je me suis dit, ouais, c'est formidable. Je vais pouvoir... pardon, excusez-moi, j'ai été interrompue. Oui, donc, mon prof de PS m'a proposé de faire une course. Et puis j'ai gagné cette course et puis voilà, l'aventure a commencé. Longue histoire courte, j'ai été plusieurs fois championne de France sur le 100 mètres haies, j'ai participé à 4 Jeux olympiques et j'ai appris véritablement dans le concret, sur le terrain, qu'est-ce qui fait un champion et quels sont tout ce qui tourne autour du business du sport et comment être performant sur la durée. Ok. Pendant que tu parles, l'objectif aussi pour nos auditeurs, c'est qu'on partage, nous, ce qu'on appelle chez Code et Média, ta plateforme de marque. Et donc là, je prends des notes et on a développppé avec Joris et Ange, surtout qui a été aussi le développeur principal sur ce projet, un agent IA qui justement permet à nos clients de trouver un meilleur positionnement, de meilleures idées. Donc pendant que tu parles, nous, on prend des notes. Et l'idée, c'est de présenter à la fin de l'émission ce que notre agent IA propose comme stratégie marketing pour ta personal brand. Donc merci de nous partager ça. C'est cool d'avoir des retours sur ton enfance surtout. Tu m'avais dit en off que justement, toi, tu étais conditionné à performer j'allais dire au coup de sifflet, mais c'est plus que ça, c'est même au coup du canon. Comment aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as réussi à retransmettre dans les accompagnements pour les entreprises, pour les entrepreneurs, peut-être pour les plus jeunes aussi que tu coaches? Alors, il faut replacer les choses dans le contexte. Ce que j'explique là, il m'a fallu 25 ans d'application sur le terrain, plus 10 ans de réflexion et de maturation pour être en mesure d'expliquer ce que je vous explique justement aujourd'hui. Et c'est bien ça un peu le problème que nous, les athlètes, avons. Nous sommes des leaders inconscients, c'est-à-dire qu'on nous apprend tout dès le plus jeune âge et on applique tout simplement toutes ces compétences, mais on n'a pas non plus les outils pour les transférer ou pour les utiliser dans notre environnement autour du sport. Donc oui, c'est ce que j'en ai fait de ma passion. Et ça vient d'une douleur, d'une peine que je ne souhaite à personne. C'est d'avoir eu le sentiment de ne pas avoir pu déployer son plein potentiel.
Donc, on fait une carrière, on fait un projet, et puis on se dit, mince, non, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas développé mon talent, j'ai pas développé mon potentiel, et c'est extrêmement frustrant pour toute personne d'avoir l'impression de stagner, de ne pas progresser, de ne pas récolter les fruits de son travail. Et moi, j'en ai fait une réflexion très profonde parce qu'en fait, je suis ici pas parce que j'ai gagné, je suis ici parce que j'ai appris la leçon. En fait, j'ai vraiment appris la leçon, c'est-à-dire gagner, perdre, faire les mauvais choix stratégiques, les mauvais investissements, mettre en place les équipes qu'il faut, etc. J'ai vraiment appris la leçon. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en mesure justement d'expliquer quels sont ces véritables facteurs clés de la performance, du développement de ses talents et du bien-être dans une carrière et dans une vie, parce qu'au bout du compte, on est tous plus ou moins des athlètes des temps modernes. Pourquoi tu mets l'accent justement sur cet échec qui t'a servi de rebond? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu plus de contexte? Oui, j'imagine que vous avez suivi les Jeux Olympiques à Paris et ce qui est beau dans le sport, c'est un vrai thermostat d'émotions, les émotions positives et puis les émotions hyper négatives. Il y a le tout et le meilleur du monde en fait dans le sport. Récemment, on l'a vu dans le foot, par exemple. D'ailleurs, ça m'a fait penser à mon compatriote de la Guinée équatoriale. Yamin Lamal, il est marocain et de la Guinée équatoriale. Et je me suis dit comment il devait se sentir là, au milieu, entre l'Afrique et le Maroc, tiraillé des deux côtés. Il devait vraiment se sentir mal à l'aise. Mais voilà, c'est la réalité. Le sport, c'est ça. C'est vraiment le meilleur et le pire du monde que, que nous voyons là. Et ces émotions, nous, les athlètes, nous sommes au cœur de cela. Et ce sentiment d'échec pour un sportif de haut niveau, c'est très, très grave, en fait. Ça peut prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de sportifs qui ne s'en remettent jamais, en fait, hein, qui ont des problèmes psychologiques, qui sont dépressifs après leur carrière, parce que depuis le plus jeune âge, en fait, les athlètes, globalement, sont formatés pour euh, faire en sorte que leur performance définit qui ils sont. Le narratif est en train de changer, hein, bien sûr. Heureusement, il y a des voix qui commencent à sortir, des voix comme Naomi Osaka, des athlètes des temps modernes comme Léon Marchand ou Serena Samba Mayela qui n'ont pas besoin justement de se sentir aimés pour performer ou qui savent absolument que leur travail ne consiste pas à performer pour plaire aux gens ou pour être accepté dans la société, mais c'est un cheminement qui est très long. Et c'est là où nous, les sportifs, on se retrouve un petit peu, on se retrouve coincés là-dedans. Dès qu'on arrive dans le sport de haut niveau, il faut faire la perf. Parce que si tu fais pas la perf, tu restes pas, tu fais pas partie du club, tu fais pas partie de l'équipe, tu fais pas partie, t'as pas la meilleure place VIP entre guillemets. Et voilà, d'une façon inconsciente, euh, les athlètes perdent un petit peu le nord du pourquoi ils ont commencé à faire du sport à cause de cet enjeu du poids que ça représente de la performance en fait. Donc ça, c'est un point que je pense qui est assez marquant. Ça peut être comme si c'était le prolongement de ta personnalité et tu t'identifies justement à tes performances, quoi. Oui, et c'est vrai. Maintenant, beaucoup d'athlètes peuvent le témoigner et ils font un travail vraiment très précis pour arriver à sortir de ce schéma, que ça soit un médaillé olympique ou un athlète qui a participé à 4 Jeux olympiques comme moi. À la fin, on se pose tous la même question. Pourquoi est-ce que je cours? Après quoi est-ce que je cours? Est-ce que ça valait la peine? Et c'est vrai que ça soit dans la réussite comme dans l'échec, les sportifs de haut niveau sont confrontés à ce questionnement profond. Et le problème, c'est que c'est un petit peu comme dans le showbiz avec les artistes, on se laisse prendre au jeu de la perf, de briller, d'être devant, et puis et puis on crée ce persona pour pouvoir rester, pour pouvoir performer, mais on ne se pose pas fondamentalement les vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on court? Et c'est vrai que c'est un processus, bien sûr. Mais finalement, je vois ton fils Noah et
immédiatement, j'ai la réponse, hein, parce que c'est là quelle est la vraie source de la performance. C'est dans le regard d'un enfant, c'est le plaisir et c'est le fait de pouvoir s'exprimer avec simplicité, avec toute l'énergie d'un enfant. Et c'est ça, en fait, qui nous amène à faire du sport de haut niveau. Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans. Et je me rappelle, j'avais vu à la télé Patricia Girard et, euh, et Marie-Josée Pérec. Et puis, je voyais toute l'équipe de France défiler aux Jeux Olympiques. Et ça me donnait vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Je me disais, waouh, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça moi aussi, ça a l'air trop cool et tout. Et c'est ce plaisir-là qui m'a amené à vouloir me dépasser. Mais à un moment donné, voilà, j'ai un peu oublié ce plaisir, cette motivation intrinsèque. Et je me suis fait un petit peu laisser rattraper par justement le poids des attentes, de la performance, et dont beaucoup d'athlètes de haut niveau font face à ça, et c'est le plus difficile justement. Ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui, on va dire, qui maintiennent une performance de haut niveau, qui gagnent des médailles olympiques, et ceux par exemple qui maintiennent des performances de haut niveau mais qui ne gagnent pas des médailles olympiques, comme moi, c'est justement de réduire le plus possible les bruits qui nous empêchent de rester dans cet état de absolue confiance de ce que on est capable de faire et voilà, sans être parasité par ce que les gens pensent. Ça m'amène sur un sujet qu'on a beaucoup abordé et qui, en tout cas, qui chez nous et chez Code et Médias est primordial, c'est comment tu transformes en fait. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est tout individu est unique et donc on a chacun une vision du monde, une expérience qu'on peut transformer derrière, alors de façon très basique en contenu, mais en business. Comment aujourd'hui, toi, tu te positionnes pour, parce que c'est un peu la promesse de l'épisode, c'est comment on transforme une brand d'athlète en un capital dans un premier temps. Et Oui. donc, quelle a été un peu même si on est en plein dedans, hein, mais quelle a été un Mhm. peu ta démarche pour y arriver? Donc, c'était un processus, comme j'explique. Au départ, on rentre dans le sport de haut niveau parce qu'on a un talent et on se démarque. Et puis, il y a tout un écosystème qui se met en place autour de nous. Et en fonction du sport, d'ailleurs, parfois, on n'est pas accompagné, hein. Beaucoup d'athlètes n'ont pas d'avocat, par exemple. Beaucoup d'athlètes ne sont pas au courant qu'ils ont une propriété intellectuelle et qu'ils peuvent monétiser cette propriété intellectuelle dès le début, en fait, hein. C'est le monde des influenceurs sportifs qui nous ont un petit peu réveillés sur cette notion-là. Mais donc, c'est vrai que c'est un processus, il faut vraiment le comprendre. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont pas encore dans ce processus de comprendre que leur métier, leur sport, c'est un métier. Et quand je parle en conférence, je parle de ces 5 facteurs clés de la performance qui sont obligatoires pour un athlète de haut niveau pour réussir dans une carrière. Donc, la santé mentale, santé physique, santé nutritionnelle, le marketing de soi et les finances. Mais pour les 3 premiers piliers, c'est un socle incontournable. C'est ce qui fait qu'un athlète, il peut réussir à performer. La santé mentale. On a tout un écosystème autour de nous pour nous accompagner, des préparateurs mentaux, des psychologues, on utilise les neurosciences, la visualisation, en fonction vraiment du niveau de compréhension. L'aspect mental pour un athlète de haut niveau est absolument importante. Et puis ensuite, il y a la santé nutritionnelle. Tout le monde le sait, notre alimentation, c'est notre fuel. Mais moi, j'ai été confrontée à des questions. Par exemple, bon, je suis française, je parle français, etc. Mais mes origines sont en Afrique. Et alors, après avoir eu maintes et maintes blessures, rupture des tendons d'Achille, etc., j'ai dû me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que je me blesse beaucoup? Pourquoi est-ce que je me blesse à répétition? Et donc, ça m'a forcé à comprendre la personnalisation. Donc, c'est-à-dire la nutrition par rapport à ton code génétique, à ton ADN. Et cette notion de personnalisation de la nutrition, ce sont des notions que certains athlètes à très haut niveau ont compris. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui essayent de démocratiser justement la personnalisation de la santé avec la nutrition. Et donc, santé physique aussi, c'est très important parce que
si on est fort physiquement, si on a un talent, c'est pas forcément ce qui va faire qu'on va se déployer. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai voulu, après 3 Jeux olympiques, représenter la Guinée équatoriale pour pouvoir justement transmettre tout ce que j'ai appris. Je suis aussi allée au Nigeria pour pouvoir aussi transmettre tout ce que j'ai appris. Et j'ai vu des gens qui me ressemblent, des gens qui sont comme moi. Mais la différence entre eux et moi, c'était l'accès aux bonnes ressources en termes d'entraînement, en termes de préparation physique, en termes de gestion de la performance. Donc, la santé physique, c'est vraiment quelque chose qui est un pilier très important. Et puis, finalement, arrive la partie plus business du sport, qui est le marketing de soi et la gestion des finances. Pour nous, en France, ça commence, hein, les athlètes commencent vraiment à réaliser qu'ils doivent comprendre qu'ils sont un peu comme un produit et qu'ils doivent monétiser, entre guillemets, leur image. Et le marketing de soi, c'est ce que j'ai appris un petit peu par défaut. C'était mon 4e pilier. C'est ce que j'ai appris quand, à la fin de ma carrière, je me suis retrouvée un petit peu comme cet athlète qui a eu une très mauvaise contre-perf aux Jeux Olympiques en gym, et puis qui se disait je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui je suis, je sais faire que du sport, à part ça, je ne sais rien faire d'autre. Et moi aussi, je me suis retrouvée dans cette situation. À la fin de ma carrière, je me disais, qu'est-ce que je sais faire? J'ai un bac plus 4, mais je me posais quand même la question, qu'est-ce que je sais faire? Et c'est là que j'ai commencé à apprendre sur le marketing personnel et que j'ai commencé à intégrer cette notion du marketing personnel. Et ensuite, j'ai travaillé donc, dans une agence pour accompagner des cadres dans leur marketing personnel. Donc oui, c'est pas évident pour nous en France. Il faut qu'on arrive à faire de ça une évidence. Il faut qu'on arrive à faire que les athlètes comprennent que qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils doivent prendre part à leur narratif, ils doivent contrôler leur narratif et c'est vraiment eux qui décident en fait la course à mener, le pas à mener, c'est eux qui décident et c'est pas les sponsors, c'est pas les médias, c'est pas les entraîneurs, c'est eux. Et ça, c'est un levier extrêmement puissant et que beaucoup d'athlètes, malheureusement, en France, en tout cas, ne maîtrisent pas. Ouais. Ça fait le pont parfait pour toi, Karine. Qu'est-ce que tu peux nous dire juridiquement, justement, de la personal brand? On est en plein boom sur la personal brand. On voit autant des personal brands. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment avec Rabi Lame qui a revendu son image pour 900 millions, 1 milliard sur les réseaux. Mais à côté de ça, on a aussi des entreprises qui en pâtissent et qui n'arrivent pas avec des CEO, qui n'arrivent pas à faire d'exit parce que la boîte est trop corrélée à leur personal brand. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Où est-ce que tu mets un peu le curseur? Justement, quand on parle de personal brand, en général, on parle d'un atout, on parle de cette visibilité, on parle de notoriété, on parle d'influence. Mais il y a quand même le risque donc que cette personal brand puisse nous servir ou même nous desservir, et donc elle peut plomber la valorisation de ce qu'on propose. Et parce que en fait, selon comment cette personal brand va être structurée, ça va être un signal d'alarme ou ça va être quelque chose qui va nous propulser. L'objectif, là, on parle justement des sportifs. La particularité de la personal brand, c'est un peu la dépendance parce que c'est justement lié à l'image et comment c'est pensé. Donc, si on est la marque, donc, si on a, et que ce qu'on a derrière, c'est une entreprise, la question, c'est plus tu es la marque, moins ta boîte vaut sans toi. Mais donc, il faut réussir à créer quelque chose qui devienne un actif, donc une espèce de… qui devienne un actif et pas quelque chose qui dépend exclusivement de l'image. Donc, il faut aller beaucoup plus loin que la simple image qu'on prête. Donc, par exemple, sur le sponsor, on prête son image, on cède son image, on va dire, on n'a pas la main dessus. Et de l'autre côté, quand on utilise son image comme levier pour pouvoir créer des actifs, parce qu'on va créer, par exemple, des marques à côté, parce que, par exemple, on va créer des conférences qui ont
qui reposent sur des droits d'auteur ou ce genre de choses, parce qu'on va écrire des livres, créer des conférences, signatures, des choses comme ça. Donc, le personal brand, je pense que ça dépend effectivement de comment est-ce qu'on va le présenter ou comment est-ce qu'on va le porter. Ça va servir soit effectivement d'actif ou ça va servir simplement d'outil de visibilité qui peut devenir presque contre-productif, quoi. Mais je pense qu'on pourra développer un peu plus tard. Et pour prolonger un peu ça, comment toi, tu penses qu'une personal brand peut plomber la valorisation justement d'une entreprise? Comment tu dirais ça? Justement, en fait, c'est un peu ce que je disais que une personal brand qui est mal structurée, c'est un signal d'alarme. Parce que ce que les investisseurs vont acheter dans une brand, c'est ce qui reste quand le fondateur s'en va. Donc, à partir du moment où il n'est plus là, est-ce qu'on a toujours de la valeur? Donc, si tout repose sur une personne, donc sur son nom, sur son réseau, sur sa méthode qui est dans sa tête, ce qu'il achète, c'est pas une entreprise parce que finalement, il n'achète pas un actif, il achète une dépendance à cette image. Et donc, plus tu es la marque, moins ta boîte vaut sans toi. Et donc, ce point-là, c'est une nuance, mais c'est un point quand même qui fait la différence sur comment est-ce que la personal brand peut plomber justement ton entreprise. Et donc, c'est le paradoxe entre plus tu es visible, plus tu attires, mais plus tu es la marque, moins ta boîte a de valeur indépendante. En fait, cette notion de dépendance, elle est aussi présente. Donc, concrètement, ça veut dire qu'un investisseur qui voit une dépendance trop forte au fondateur ou à la personne, en fait, il doit diviser la valeur en fait, par deux et parfois plus. Un peu, là, on a évoqué par exemple Mélanie de Jésus dos Santos, la gymnaste. Mais donc, avant les JO, elle avait des sponsors prestigieux. Donc, elle a cité par exemple Dior, LVMH, Adidas. Voilà. Mais après les JO, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, je suis passée de tout à rien. Parce que ce qu'elle avait, c'était 4 sponsors donc, qui utilisaient sa marque, enfin, son image. Mais elle avait 4 sponsors, elle avait 0 actif. Et donc, c'est un peu la différence dans la présentation, justement. Donc, d'un côté, il y a comment est-ce que j'utilise ma marque de manière à ce que je ne sois pas un actif, non, que je ne sois pas une image cédée au profit des sponsors pour créer plutôt des actifs avec des investissements. Donc, d'un côté, il y a plutôt des investissements et de l'autre côté, il y a plutôt, dans ce qui est purement sponsoring, on est plutôt dans l'utilisation de l'image, l'utilisation justement du brand. Donc, c'est ancré du personal brand, mais il faut savoir où est-ce qu'on met l'image et où est-ce qu'on met l'actif. Et ce qui peut plomber, c'est en fait le fait que c'est cette dépendance trop importante et qui fait que, en fait, si tu te retires, en fait, la marque, elle ne vaut plus grand-chose. Donc, je ne sais pas si j'en réponds à ta question. Bien sûr, c'est l'idée justement et à travers ce live, l'idée c'est d'apporter un peu ces éléments. Je pense qu'on parle de quelque chose qui est dans l'air de l'époque et donc personal brand, oui, il faut faire son compte YouTube, LinkedIn, etc. Mais si c'est pas pensé comme un système, comme tu dis, tu crées pas vraiment un actif. Et c'est pareil pour les athlètes, c'est pareil pour les artistes. Et on le voit, il y a plein de use cases qui nous le prouvent. Donc, et là, ça fait la transition parfaite pour la chronique de Noah. Je vais essayer. Alors, on a même préparé un petit jingle. Je vais voir si ça fonctionne. Il veut pas. Est-ce que vous nous voyez? On l'a vu, on l'a vu 2 fois. Ah. Nous, on a eu un bug là depuis chez nous. Non, nous c'est bon, on l'a vu. Ah, il est là. Je sais pas si c'est là.
Noah, pour ta chronique. De qui tu Merci Valdi. Alors moi aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un simple joueur de NBA. Je vais vous parler d'un cerveau, d'un stratège, d'un leader, Jaylen Brown. C'est la preuve que la performance ne se joue pas seulement sur le terrain. Jaylen est drafté 3e choix NBA en 2016 par les Boston Celtics, très jeune, très exposé et très critiqué. Mais il progresse année après année. Il devient All-Star NBA, un joueur complet physique, explosif et discipliné. Sur le terrain, il ne joue pas seulement avec son corps, il joue aussi avec sa tête. Peu de gens le savent, mais Jaylen est aussi un joueur d'échecs. Et ça, ce n'est pas juste un petit détail. C'est une clé. Les échecs, c'est l'anticipation, la patience, la vision à long terme. Chaque coup compte. Chaque erreur coûte. Et aussi, c'est intéressant parce que moi aussi, je joue aux échecs depuis l'âge de 4 ans. Et du coup, des compétitions, même logistique, même discipline et même mindset. Voilà. Alors, Brown est connu pour une chose rare et réfléchit avant d'agir. À 19 ans, il donne une conférence à MIT, c'est une grande université aux États-Unis, sur la société, le leadership, la responsabilité. Il parle de culture, d'éducation, d'indépendance intellectuelle. Il comprend très tôt qu'une carrière sportive est courte, mais qu'un esprit bien formé dure toute une vie. Et maintenant, parlons business. Il a fait quelque chose que très peu d'athlètes osent faire. Il a refusé un contrat avec Nike. Par provocation, pas par provocation, mais par stratégie. Il voulait garder le contrôle de son image, de ses valeurs et de sa vision. Encore plus fort, il a négocié certains contrats sans agent, sans manager, lui-même avec son équipe, en comprenant les chiffres, les enjeux, les clauses. Ça, c'est une mentalité d'entrepreneur. Il fonde aussi le Bridge Programme, un programme éducatif pour aider les jeunes à développer leur intelligence, leur avenir. Il investit dans des startups, dans l'éducation, dans la technologie. Il lance aussi sa propre marque de boisson, une boisson pensée pour la performance et l'indépendance. Il ne construit pas ça pour briller, il construit pour durer. Il incarne une nouvelle génération de sportifs qui ne sont plus seulement des exécutants, mais des penseurs, des décideurs et des bâtisseurs. Il montre que le talent, c'est le départ, l'intelligence, c'est l'avantage, et la vision, c'est la victoire. Jaylen Brown, ce n'est pas juste un joueur de NBA. C'est une stratégie en mouvement, un mindset, un exemple. Et peut-être que la vraie réussite, ce n'est pas que tu gagnes sur le terrain, mais ce que tu construis quand personne ne te regarde. C'est la chronique. Bravo. Oh, très intéressant. Et ça fait lien justement à ce que tu disais, Karine, sur la vision en fait, et Reina t'en parlait également, la vision qu'on a de soi-même en tant qu'athlète, en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, et comment on fait pour l'utiliser. Et Jaylen Brown, moi je l'ai découvert il y a 1 an à peu près, et je trouve que c'est impressionnant. Donc déjà sportivement, remporter un championnat de NBA, là en ce moment il est appelé à être MVP parce qu'il est en train de tout cartonner. Et businessment parlant, refuser un contrat, je ne sais pas si tu as les chiffres, c'est 15 millions, je crois, 15 ou 20 millions avec Nike. Tout sportif rêve d'avoir un contrat avec Nike et lui refuse pour créer sa propre marque de basket. Et derrière, pareil, après, il a un profil atypique dans le sens où il a fait des études à MIT. Je crois qu'il a fait Harvard, je ne suis pas sûr. Voilà, donc des grandes écoles, c'est un académique et il permet justement d'avoir aux autres joueurs d'avoir une autre vision de leur capital en tant qu'athlète, quoi. Donc, je ne sais pas si Reina, tu le connaissais, si tu oui, si je le connais parce que mon fils, il a déjà son plan NBA. Il veut battre toutes les médailles de toutes les bagues de Brown et il veut aller à Harvard. Mon fils a 10 ans. Il a 10 ans et il est à fond dans le basket. C'est vrai qu'il est doué, mais bon, voilà, il a les rêves plein la tête et moi je dis c'est bien, j'applaudis pour le moment.
c'est bien parce que ce genre de personnages, ils impulsent quelque chose de nouveau. Oui, Du coup, avec oui, les oui, joueurs, il y a une stat, je crois, qui est sortie ouais. avec la plupart des, c'est quoi, c'est 60% des athlètes qui, après 5 ans, deviennent broke. Et donc, du Oui, coup, maintenant, on prend beaucoup plus conscience que ouais. on Non, c'est doit sûr. penser sur plusieurs années, quoi. On a une autre génération qui arrive et je suis vraiment félicitations Noah parce que je pense que tu as un bon futur dans le business du sport si tu vas choisir cette voie. Bravo. Merci. Et ça nous fait la transition. Est-ce que, Karine, peut-être, avant de laisser la parole à la juriste, tu as quelque chose à rajouter sur justement cet aspect un peu stratégique? Parce que toi, tu es justement et plus qu'une avocate, tu as cette vision un peu de propriété intellectuelle, de vision de comment, en fait, dans l'ère du numérique, on fait pour organiser aussi son activité. Est-ce que tu veux rebondir dessus? Oui, mais j'aurais aimé que Raina Fleur nous parle un peu aussi justement de ses actifs, de ce qu'elle fait à côté, qu'elle nous parle un peu de forme, qu'elle nous parle de beauty of sport, parce qu'effectivement, je voudrais montrer à partir de ça, en fait, de ce qu'elle fait, de ses propres actifs, comment est-ce que on construit des actifs et voilà les erreurs. Mais avant d'entrer en fait sur cette partie-là, notamment, ce que les investisseurs éventuellement regardent parce que là, on parle beaucoup de personal brand. Et donc, on va dire qu'aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur cet aspect-là en termes de propriété intellectuelle. Mais j'aimerais bien, Reina Fleur, si tu peux nous parler justement de comment est-ce que toi, tu construis des actifs plutôt que... Voilà. Oui, merci. Je vais expliquer au mieux. Justement, je me suis rendu compte que tous ces facteurs clés de la performance, ces 5 piliers, les athlètes sont en immersion dedans depuis le plus jeune âge, mais on n'a pas de conscience de cette propriété intellectuelle, on n'a pas conscience de comment transformer cela en des actifs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir dans des startups et d'intégrer donc des boards en tant que strategic advisor et brand architect. Parce que globalement, ce que je les aide, c'est à comprendre justement le produit qu'ils essaient de développer en fonction de mon expérience du terrain. Donc, on voit beaucoup de marques qui se lancent dans le marché, mais par exemple, ils n'ont pas conscience de la composition, de la formulation du produit. Et puis, avec un gros marketing, ils vont se dire, ça, c'est un bon produit, mais sauf que la formulation n'est pas bonne. Et ça, c'est l'expérience concrète du terrain que les athlètes, nous avons. Ou par exemple, les startups qui se spécialisent dans les technologies sportives, comme les montres portables ou qui mesurent le taux cardiaque, ou etc. Ce sont des produits qui sont développés à partir de l'analyse en fait des sportifs, puisque la data va avec le sport. On a toujours été entouré par la data, des outils pour mesurer notre performance. On a toujours travaillé avec des professionnels de santé pour nous aider pour nous accompagner vers la performance, la santé. Donc là, je me suis rendu compte, en fait, que ça, c'était un actif que je n'avais pas du tout capitalisé, en fait, parce que j'étais moi-même l'objet, entre guillemets, de cela. Et c'est après ma carrière, avec la bulle des startups, je me suis dit, mais en fait, tout ce que ces gens, ils cherchent, c'est ce que je sais exactement ce qu'ils cherchent. Et puis, ensuite, ayant grandi en Europe, mais étant d'origine africaine, je me suis rendu compte aussi, en fait, de fait que depuis toutes ces années, l'Afrique extracte ses talents, extracte ses ressources, extracte ses potentiels, mais comment dire, on n'a pas l'opportunité de ramener ces talents pour qu'ils puissent justement former le plus grand nombre. Et c'est là aussi que je me suis positionnée et j'ai compris que en fait, moi, je suis un produit qui a été extracté de l'Afrique, a été exporté vers le monde occidental. Et donc, c'est pour ça que je travaille aussi avec des entreprises et des startups en Afrique pour justement leur transmettre tout ce que j'ai appris sur vraiment ce qu'ils peuvent monétiser. Par exemple, beaucoup de startups vont en Afrique pour essayer de développer un produit. Moi, ce que j'explique aux startups, c'est que ce que vous savez là, vous pouvez aussi l'exporter en Europe parce que c'est ce que ces startups cherchent en fait. Donc,
pas l'inverse. Donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que là, faire les ponts entre ces deux continents, c'est quelque chose qui est un actif aussi très important. Donc voilà, mon entreprise Beauty of Sports s'organise autour de ces trois piliers. Donc l'investissement dont j'ai parlé. Il y a aussi le coaching avec cette notion de leadership, mais un leadership disruptif, parce que justement l'objectif c'est de redonner conscience aux sportifs que ce sont eux les talents et que ils n'ont pas besoin de poursuivre la performance puisqu'ils sont doués pour ça. Et donc, la distance entre la réussite et la mise en application de ce talent, c'est d'avoir confiance en soi et de ne pas se battre, de ne pas chercher à forcer et d'avoir un mindset justement un peu plus serein. Donc, c'est un petit peu ce que j'apporte dans mon leadership disruptif et j'ai développé un format qui s'appelle Réforme et justement, on est en train de travailler là-dessus donc, pour que ce soit un format que beaucoup plus de personnes puissent appliquer dans leurs entreprises. Et puis, le troisième pilier, c'est le mentorship, bien sûr. Donc, j'accompagne des jeunes talents, des talents qui aspirent à participer aux Jeux Olympiques, des talents qui sont en Afrique, mais aussi des talents qui sont des jeunes issus de l'équipe de France qui veulent justement avoir cette dimension de sportif de niveau, mais qui maîtrisent aussi leur business. Donc, je les mentore aussi sur cette partie-là. Donc, c'est ça mes trois piliers. Coaching, mentorship et investissement. Ok, donc effectivement, donc là on a vu un peu ton parcours, Kajio, ta carrière, ce que tu construis à côté, notamment avec Beauty of Sport dont tu viens de nous parler. Et donc, quand on voit un peu ce parcours-là, on pourrait se dire en fait pourquoi elle et pas les autres. Et en fait, Valérie a évoqué justement, je ne sais pas si tu as vu l'étude Lidl qui a été sortie en 2024. On dit que 62% des athlètes de haut niveau sont en difficulté financière et que 50% gagnent moins de 1 000 € par mois. Et donc, à l'international, donc selon plusieurs études, il y a plus de la moitié des athlètes qui se retrouvent justement en difficulté dans les années qui suivent leur carrière. Et pendant ce temps, donc là, Noah nous a évoqué un autre, mais moi je parle de Michael Jordan qui est retraité quand même depuis 21 ans et qui touche plus de 300 millions de dollars par an. Et comment ça? Il a négocié 5% de royalties sur chaque vente de Jordan Brand. Et Jordan Brand, c'est plus de 6 milliards de chiffre d'affaires annuel. La différence, c'est qu'il n'a pas été sponsorisé, il a construit un actif. Donc, je vous ai expliqué un peu tout à l'heure pourquoi est-ce que la personal brand peut plomber une valorisation. Et donc, ce que je voulais que vous reteniez de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que plus tu es la marque, moins ta boîte vaut sans toi. Donc ça, c'est quand on construit on vit autour des sponsors et on ne construit zéro actif. Et donc, on va peut-être évoquer ce que regardent vraiment les investisseurs. Qu'est-ce qu'ils regardent concrètement? Donc moi, je pense à 3 choses, notamment la dépendance au fondateur. Donc c'est un peu la métrique, quand je vous ai évoqué, qui fait baisser la valorisation. C'est qu'ils vont se demander quel pourcentage du chiffre d'affaires est lié directement au fondateur, donc à la personne. Les clients, ils ont signé avec la structure ou avec la personne. Donc, c'est un peu le point où la personal brand est un peu touchy. Et est-ce que l'équipe qui est derrière, elle peut délivrer sans le fondateur? Donc, cette notion de dépendance, c'est un point qui est important. Et donc, la règle est simple, c'est plus le fondateur est remplaçable, plus la valo, elle monte. Donc, ce que Michael Jordan, lui, il a compris très tôt, c'est quand même que en 84, il signe avec Nike. Pas un contrat de sponsoring classique, c'est un deal avec 5% de royalties sur chaque vente de la ligne Jordan. Donc, la première année, il a 126 millions de dollars de vente et Nike espérait 3 millions sur 4 ans. Et aujourd'hui, donc 40 ans plus tard, Jordan Brand dépasse les 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et lui, il touche toujours ses 5%. Là, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur quelque chose d'éphémère et de temporaire. Et donc, on va pas calculer, mettre les chiffres, mais en tout cas, on sait qu'en une seule année de royalties, Jordan, il gagne plus de 3 fois ce qu'il a touché en 15 saisons de NBA. Donc, parce qu'il a créé un actif qui ne dépend plus de sa performance. Et Reina Flore, tu as évoqué plusieurs fois justement cette notion de performance.
Oui, Donc, il faut vraiment aussi remettre dans le contexte que ce sont des cas exceptionnels. ouais, Et je suis sûre qu'avec Code des médias, on va pouvoir ressortir ces pépites de talent et en faire aussi des cas exceptionnels. Euh, comme vous avez bien cité, les statistiques le disent, même des très grands champions de très haut niveau qui ont gagné des grandes médailles olympiques en France n'ont pas su ou n'ont pas eu les ressources pour mettre en place ce mindset. Donc c'est vraiment un problème ou plutôt une opportunité de mindset que nous n'avons pas en France. Et je pense qu'on peut très bien réussir à aménager cela avec notre culture française. Mais donc, c'est vrai que c'est un cas vraiment exceptionnel. Mais moi, je suis là parce que je suis vraiment le cas de justement pourquoi est-ce que ça ne marche pas et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Quand bien même on a du talent, quand bien même on réussit, quand bien même on fait partie des meilleurs au monde, et pourquoi est-ce que justement ça ne marche pas? Donc c'est là aussi qu'on se différencie un petit peu du discours habituel où on va justement prendre une étude de cas d'un athlète exceptionnel qui sort du lot, voilà, qui a tout, mais oui, mais il faut trouver quelque chose dans lequel on va pouvoir se référer un petit peu pour voir justement quelles sont les potentialités d'optimisation et de progression, je pense. Et en fait, je pense que ton exemple est justement parfait. Mais l'intérêt ici, par exemple, de citer ça, c'était de montrer en fait comment est-ce qu'on pouvait repenser, comment est-ce qu'on négocie les choses, plutôt que de rester, de suivre, on va dire, des propositions sans se poser la question des alternatives et de ce qui existe. Et donc, je pense que ce que tu fais justement est important. Et dans cette notion de ce que regardent éventuellement les investisseurs, il y a cette notion de propriété intellectuelle. Donc, on peut parler de framework, d'une méthode, de système. Ça, beaucoup de gens créent justement des frameworks, des méthodes, des systèmes, mais ça n'existe pas juridiquement tant que ce n'est pas protégé. Donc, ce que l'investisseur va vérifier, c'est est-ce que le nom il est déposé, est-ce que c'est une marque, est-ce que c'est en France on parlera de l'INPI, au niveau européen on parlera de l'EIPO, mais est-ce que la méthode elle est documentée, donc pas juste ce qu'on dit en conférence, donc est-ce qu'on a éventuellement fait un dépôt sur une blockchain devant un huissier ou un dépôt par exemple en enveloppe solo, ce genre de choses. Est-ce que les droits sont cédés à la société qu'on va acheter, à l'entreprise? Est-ce qu'ils restent en perso? Et donc, c'est un apport qu'on a. Donc, si rien n'est protégé à ce niveau-là, l'avantage est compétitif, il est copiable. Donc, légalement, si rien n'est protégé, en fait, ça devient quelque chose d'assez accessible un peu à tout le monde. Et c'est là que ça devient un problème. Bon, là, j'avais donné l'exemple de Roger Federer qui, lui, en fait, Nike lui a refusé en 2019 un contrat à vie. Mais je pense que c'est parce que probablement il pensait que sa valeur n'allait pas survivre à sa retraite. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est il a investi 3% du il a investi 3% du capital de On Running, l'entreprise. Donc pas de sponsoring, mais c'est une prise de participation. Et là, il a participé à la création de sa propre ligne de Roger. Et là, en 2021, On Running est entré en bourse et sa part, elle est estimée à plus de 300 millions de dollars. Donc, pour comparaison, ses gains sur les cours en 25 ans, c'est environ 130 millions de dollars selon Forbes. Donc, son investissement vaut plus du double de toute sa carrière de tennis. Donc, c'est un actif qui est structuré et c'est pas juste une image qui est louée. Donc, effectivement, on prend des exemples exceptionnels, mais ce qu'il faut regarder, c'est un peu, et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un profil comme Reina Flor et de la manière dont tu abordes la performance pour voir qu'au-delà de l'exceptionnel, il y a aussi des possibilités en tant qu'athlète, au-delà de la performance, de pouvoir justement structurer son parcours et de pouvoir avancer, mais sans être uniquement dépendant aussi de cette question des sponsors. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est très très bien dit, c'est exactement ça, oui, en effet. Et donc, le dernier point que les investisseurs peuvent regarder, c'est la solidité de la récurrence. Donc, bon, 80% de clients récurrents, ça paraît génial, mais si c'est 80% qui peuvent partir demain sans pénalité, sans rien, en fait, c'est pas un actif, comme on dit, c'est une météo, ça va varier. Et donc, l'investisseur, il va regarder la durée des contrats, les clauses de sortie, la dépendance à un client majeur. Donc, un client qui fait plus de 20% du chiffre d'affaires, c'est quand même un red flag. Donc, on a parlé
tout à l'heure de Mélanie, la gymnaste, donc avec quand même des noms énormes, mais il n'y avait aucun contrat à long terme et donc aucune récurrence garantie, aucune propriété sur les contenus créés. Donc ça, c'est un point qui est quand même sensible. Oui. Et donc, lorsque les JO sont terminés, tout s'arrête parce que c'est du sponsoring et c'est pas une construction. Et donc, ce que j'aimerais bien que vous reteniez de ce que je viens de dire là, c'est que les acquéreurs, ils n'achètent pas une notoriété. Ils n'achètent pas ta notoriété, ils achètent ce qui reste quand tu pars, encore une fois. Donc, je ne sais pas, Valdi, si tu veux qu'on aborde les erreurs classiques, mais sinon, voilà, pour moi, ce que je voulais dire un petit peu pour compléter un peu ce que j'avais dit au début. Ouais, je rebondis 2 minutes et je te laisse étaler sur les erreurs classiques, mais c'est passionnant ce que vous dites toutes les deux parce que j'ai l'impression que même en tant que freelance, parce qu'on parle forcément dans l'entrepreneuriat des grands entrepreneurs, des grands SaaS, etc. Même en tant que freelance, ça donne des idées sur comment aussi se voir en tant que débutant ou solopreneur, etc. Et de se dire la dépendance, la récurrence et tous les éléments que tu as cités pour se voir comme un business périn et avoir justement se projeter dans l'avenir. Donc, c'est hyper passionnant. Et ici, moi aussi, j'aimerais aussi rebondir parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette crainte en fait, cette capacité à pas voir ce qu'on possède. Les athlètes, en l'occurrence ici, on parle d'eux, parce que le moment où Michael Jordan négocie avec Nike, faut pas oublier qu'il y a quelque chose de très important, ce qui peut perdre le contrat. C'est-à-dire, dès le moment où tu as une proposition, on te propose quelque chose qui vaut potentiellement beaucoup d'argent, le cerveau, il réfléchit, il se dit, bon, je peux négocier avec eux, mais dans la négociation, je peux tout perdre. Est-ce que je suis prêt à tout perdre? Parce qu'on parle beaucoup d'athlètes, on parlait d'une athlète qui avait Dior, Adidas, etc. Je connais pas très bien l'historique. J'ai vu l'athlète, mais je connais pas très bien son historique. Mais à un moment donné, c'est des noms qui peuvent faire un peu tourner la tête. Alors, à ce moment-là, on peut se dire, bon, là, je vais être sponsorisé par ces grandes marques. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de m'asseoir et de négocier avec eux? Et c'est à ce moment-là qu'il faut être prêt à se dire, bon, c'est quoi? Je suis prêt à perdre Dior, je suis prêt à perdre Adidas, et je suis prêt donc à peut-être faire autre chose et je vais en négociation avec eux. Mais pour ça, je pense aussi qu'il faut avoir cette notion de qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Là, on revient sur la personal brand. Qu'est-ce que je vaux sans eux? Est-ce que j'ai cette possibilité de pouvoir m'en sortir sans eux? Et parfois, il faut avoir ce courage de prendre un risque parce que pour beaucoup de personnes, souvent, le succès, ça a été un gros risque pris à un certain moment. On a parlé de Roger Federer, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a investi, il a lancé sa marque, il a pris un risque. Son risque aurait pu tout simplement ne pas payer. Fort heureusement pour lui, ça a payé et ça a continué. Donc parfois, il y a aussi peut-être cet esprit cet esprit que les athlètes n'ont pas, qui peuvent dire non et qui s'ils disent non, c'est pas grave. Si tu as construit ta personal brand, tu peux t'en sortir quoi qu'il arrive. Je voulais juste, en vous écoutant, c'est cette impression que j'ai eue et que j'ai voulu partager. Mais en fait, on l'a, mais c'est ce qu'on appelle les transferts, comment transférer ses compétences en fait, hein, parce que quand on va faire un saut, un salto arrière enchaîné avec une réception dans laquelle on sait qu'on doit arriver à cet endroit-là, pas 5 cm derrière, pas 5 cm devant, ça c'est une prise de risque totale quand on doit courir un 100 mètres haies et que les obstacles sont à une certaine hauteur et que il faut savoir comment les franchir, sinon tu t'écrases et tu te ramasses. Ça aussi, c'est une prise de risque. Donc, je pense que c'est comment, peut-être avec Code et Médias, justement, il y a quelque chose d'intéressant de comment, justement, expliquer, en fait, tous ces outils qu'on maîtrise, qu'on a appris, comment, en fait, les implémenter dans la réalité du business. Non, tout à fait. Okay. Karine, on te laisse conclure. Désolé, on t'a coupé, mais on voulait rebondir parce que c'était hyper riche. Intéressant. Ok. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir tous les points de vue et les rebonds. Et donc là, moi, je voulais conclure avec les erreurs classiques et un peu comment les éviter. Et donc, ce sont un peu les erreurs que je vois systématiquement, surtout sur la personal brand, c'est vraiment tout construire en nom propre. Donc, l'athlète ou l'entrepreneur qui va construire sur son compte perso, donc il va signer tous les contrats en nom propre. Par exemple, s'il a une marque ou une méthode, elle n'est jamais cédée à une structure. Et le problème, c'est qu'en nom propre, ça ne peut pas être valorisé.
ça ne peut pas être vendu séparément de soi. Donc, si ça disparaît, ça disparaît si tu disparais. Et donc, ça peut être intéressant effectivement d'être conseillé pour créer une société qui détient les actifs pour pouvoir céder les droits de propriété intellectuelle à la société et signer un contrat entre toi, personne, et toi, société. Donc, si tout est perso, la société, c'est une coquille vide. Et si tout est dans la société, c'est un actif vendable. Donc, ça, c'est quand même un point auquel il faudra faire attention, mais il faut faire attention en fonction de son cas personnel. Et c'est pour ça qu'il faut justement se faire accompagner. Reina Flor a évoqué justement le fait que plusieurs athlètes n'avaient même pas d'avocat, en tout cas n'étaient pas forcément accompagnés sur le plan juridique. Donc l'erreur numéro 2, c'est ne pas déposer son nom et sa méthode. Donc 90% des créateurs, ils utilisent leur nom et leur méthode et ils ne déposent pas, donc ils travaillent. Ils sont en mode opérationnel. Et le problème, c'est que quelqu'un d'autre peut le faire avant toi. Et ça, c'est vraiment à l'ère du numérique quelque chose que j'en rencontre de plus en plus, un vrai, c'est devenu, je ne sais pas, une problématique très récurrente. Ça va être des gens qui te voient faire et qui, en fait, anticipent le coup et qui vont déposer des marques, qui vont protéger avant toi. Et tu peux pas attaquer ceux qui copient, tu peux pas les licencier, tu peux pas licencier, donc leur donner une licence, et tu peux même pas vendre parce que eux, ils pourront démontrer qu'ils ont une antériorité. Donc, il faut faire attention et la solution, ça va être les dépôts, ça va être de choisir notamment les bonnes classes parce que de ce qu'on exploite vraiment, est-ce qu'on fait du coaching, on fait de la formation, des événements, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et il faut notamment horodater les créations. Donc, ça va être, évidemment, j'ai une méthode et je l'ai documentée, mais c'est bien, par exemple, de faire un dépôt numérique ou même devant un huissier ou de s'envoyer, ça c'est un peu la méthode artisanale, c'est je m'envoie un courrier fermé avec la date de la poste qui fait foi. Et donc, voilà, un nom ou quelque chose qui n'est pas déposé, qui ne peut pas être certifié, en fait, c'est un actif fantôme. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est dans l'opérationnel, mais que quelqu'un d'autre peut valoriser en tant qu'actif. Et la troisième erreur, c'est confondre sponsoring et partenariat. Donc, quand tu signes un contrat de sponsoring, tu penses, j'ai réussi, mais qu'est-ce qui t'appartient à la fin? Dans le sponsoring classique, on va avoir les contenus créés, ils appartiennent au sponsor. Ton image, elle est sous licence exclusive. Et à la fin du contrat, tu repars avec rien. C'est une cession parce que toi, tu donnes tes droits. Dans un partenariat qui est structuré, les contenus, ça va être une copropriété ou bien une licence limitée. Ton image, ça va être une licence non exclusive ou avec une durée définie. Et à la fin du contrat, les droits, ils te reviennent. Donc, c'est une licence, tu prêtes et tu ne donnes pas. Donc, il faut retenir ici que sponsoring égale cession, partenariat égale licence. L'un te vide, l'autre te construit. Et donc, la différence, justement, entre la gymnase et Roger Federer, c'est exactement ça, c'est que l'une a cédé et l'autre a structuré. Et si je dois un peu conclure cette partie, c'est qu'une personal brand, juridiquement, ça n'existe pas. Voilà. C'est une perception, ça ne se vend pas, ça ne se transmet pas. Mais pour que ça devienne un actif financier, il va falloir le juridiciser, donc déposer un nom, une méthode, une marque, documenter, donc fixer son savoir-faire sur des supports. Il va falloir structurer, mettre de la propriété dans une société, par exemple, et contractualiser chaque deal pour clarifier qui possède quoi. Et donc, les sponsors, eux, ils te payent pour ce que tu fais. Les actifs, ils te payent pour ce que tu possèdes, même quand tu ne fais plus rien. Et donc, je vais clôturer en posant une question à Reina Flor. Toi, tu as structuré avec Beauty Sport tes investissements. Et donc, ma question, c'est une athlète en pleine gloire aujourd'hui qui a des sponsors, de la visibilité, tout va bien, mais qui n'a rien structuré. Selon toi, par quoi il commence? Oui. Moi, je pense que je suis vraiment dans le cadre de l'athlète qui n'a rien structuré. Je pense vraiment que je n'ai pas su, parce que je n'avais pas les ressources, je n'avais pas les compétences, je n'avais pas comment dire, oui, les compétences, parce que c'est quelque chose qui m'inspire et qui m'intéresse le plus dans mon travail d'investisseuse en start-up, en fait, hein, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc, oui, je pense que ça demande une certaine éducation
Et c'est ce cinquième pilier-là qui est important, l'éducation financière en relation avec son business. Et surtout pour nous, les athlètes de haut niveau, peu importe le niveau. Moi, pendant longtemps, je me disais, j'ai pas gagné de médaille olympique. Donc, je mérite pas de parler parce que je n'ai pas été médaillée olympique. Alors que non, c'est pas forcément le fait de ne pas avoir gagné une médaille olympique qui fait que tu peux justement capitaliser sur des actifs autour du sport. Donc je pense que la réponse, ça serait d'abord de vraiment comprendre quelle est la voie qu'on veut porter en dehors du sport, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous inspire. Et puis ensuite, en effet, bien structuré avec une équipe professionnelle hein, comme vous, avant de se lancer un peu à tout azimut, comme dirait l'autre, pour faire un plan. Et c'est un peu ce que les athlètes ils ont avec le staff sportif, les entraîneurs et tout ça. Mais c'est vrai que pour cette partie-là, c'est très très rare qu'on retrouve ça. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Bah, Je sais pas si ma réponse est cohérente, mais c'est top. Nous, on te remercie. Je sais que tu dois y aller. Le temps file. On n'a pas eu le temps de partager ta plateforme de marque, mais pour ceux qui nous écoutent, on mettra un lien justement parce que l'agent IA était en train justement de prendre des notes et de oui. travailler dessus. Et donc, il a des suggestions à te faire qu'on partagera et qu'on mettra en public pour ceux qui veulent un peu comprendre la mécanique de comment chez Code et Média on travaille les personal brands et les marques de manière générale. Donc voilà. Merci beaucoup, Reina. On se dit à très bientôt. À très Et bientôt. Bon week-end. Bon bon dimanche. week-end. Merci pour tout. Et un petit jingle et ensuite on te laisse la place, Joris. Alors, est-ce que le jingle, il va fonctionner? Il n'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. On est en live, c'est pas grave. Là, alors, hop, il ne veut pas s'arrêter. On passe sur un autre pan un peu de la personal brand. Sur la partie, on en parle beaucoup dans notre univers parce que tous les deux, on vient de l'univers de la tech, tous les trois. D'ailleurs, je dis tous les deux, mais et Karine aussi, tu évolues beaucoup plus auprès de SaaS que d'entreprises classiques. Et c'est un sujet qui revient beaucoup, surtout ces dernières années, avec des startups, des SaaS majoritairement. Donc SaaS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Software as a Service, c'est des logiciels en abonnement. Il y a beaucoup ce sujet de la dépendance à la personal brand ou un marché qui suit uniquement une personal brand. Et donc, on réfléchit un peu, surtout quand on est dans de l'acquisition client sur LinkedIn, par exemple, on réfléchit à comment on fait pour démultiplier un peu cette acquisition et qu'elle ne dépende pas d'une seule personne. Donc ça, on en reparlera peut-être dans un second temps. Mais toi, Joris, tu voulais parler de ce lien entre les athlètes et les SaaS, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est justement, c'est quand on parle de personal brand, qu'est-ce qu'il y a derrière une personal brand? C'est cette capacité à pouvoir créer une communauté. Et une communauté est un asset. On parle beaucoup d'assets, d'accord? Et cet asset-là, c'est un asset qui peut permettre à n'importe qui de pouvoir rebondir plusieurs fois le long de sa carrière professionnelle, le long de son voyage professionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben moi, très simplement, Reina Flore en parlait à un moment donné. Je pense que toute personne qui évolue à très haut niveau, à un moment donné, ben, il arrive toujours à un moment donné, on se pose une grosse question de qu'est-ce qu'on fait après, en fait. Et moi, j'ai eu un peu ce même événement. J'avais lancé une start-up et j'avais bossé dessus pendant 7 longues années. Et vers la fin du voyage, ben, j'ai eu ce moment où aussi je me suis retrouvé un peu comme les athlètes, où je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais par la suite? Qu'est-ce que je fais après? Vers quoi j'ai envie de me lancer après avoir passé 7 ans dans un univers quasi intensif. Donc, je fais un peu le parallèle avec les sportifs qui doivent performer et encore performer. Et donc, même parfois, on leur dit il faut construire des assets derrière, mais est-ce qu'ils ont vraiment le temps de penser à ça? Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire après, qu'on voit leur planning, qu'on voit les moments de pause qu'ils ont, et surtout, parfois, ceux qui performent, c'est des jeunes.
Est-ce qu'ils sont bien entourés, pas entourés? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut construire cette personal brand et quelque chose ah oui, donc c'est quelque chose d'assez important. Et donc, moi, au moment donné où je me suis posé cette question, je n'avais pas fait de ce qu'on appelle dans le domaine de la tech, de start-up, de build d'une public. Donc, je me suis un peu retrouvé à tourner et à repartir de zéro. Et là, je me suis dit, mais zut, j'aurais pu parler de ce que je faisais durant ces années, j'aurais pu construire une personal brand, j'aurais pu construire une communauté et ça m'aurait aidé à rebondir. Et c'est un peu la même chose avec les athlètes. Les athlètes, ils passent plusieurs années de leur vie dans un univers où ils doivent performer, dans un univers en fait où leurs compétences leur permet facilement de créer cette personal brand. Ils sont médiatisés. C'est pas eux qui cherchent le média, c'est le média qui va les chercher, c'est code. Le média va les chercher, maintenant il faudrait peut-être qu'ils retrouvent le code pour pouvoir s'en sortir. Le média vient, il rentre par le média et il sort par le code. Et ici, ce qui est intéressant, donc ils ont déjà en fait cette personal brand. Donc, il faut vraiment la travailler durant. Moi, je pense qu'il faudrait la travailler durant ces années-là, parce qu'on parle d'assets. Mais il y a l'asset. On parle déjà en termes de communautés qu'ils auront facile à créer par rapport à d'autres entrepreneurs. On a les assets par rapport au savoir qu'ils ont acquis. Parce qu'effectivement, après avoir passé tant d'années, et c'est ce que Rena Forel fait, elle est dans le coaching, après avoir passé tant d'années, ils ont acquis une certaine quantité de savoir qui, elle, peut être réutilisée dans du coaching ou peut être réutilisée dans ce qu'on appelle dans le monde des startups ou dans le monde des SaaS, comme Rena Fleur en parlait ici. Et pour en citer des exemples concrets, donc j'ai un peu essayé de chercher des fondateurs pas forcément très connus, comme on en a parlé de Michael Jordan ou de Jason Brown, et j'espère que c'est le bon nom. et j'ai pu trouver deux qui m'ont fortement parlé, dont je vais présenter rapidement ici. Il y en a un donc qui s'appelle Jason Pierce Hall, et en fait c'est une personne qui faisait un peu du golf en amateur et qui gérait comment on appelle, une société de golf, enfin, comment on appelle ça, un club de golf, voilà, qui gérait un club de golf. Et c'est un entrepreneur un peu dans l'âme. Et qu'est-ce qu'il a fait donc, lui, dans son domaine, avec la connaissance qu'il connaît du métier, la connaissance qu'il connaît de l'organisation, il a créé un SaaS, ce qu'on appelle un ERP, qui permet en fait au club de golf de pouvoir gérer en fait leur domaine, gérer les adhérents, etc., etc. Et on ne parle pas d'un petit produit ici parce qu'il a commencé il a commencé à 450, il a atteint 450 cas d'MRR pour finir à 9 millions, pas d'MRR, d'ARR, pour finir à 9 millions en 5 ans. Donc, il a fait une transition donc en 5 ans, ce qui est assez incroyable. Mais ici, de nouveau, qu'est-ce qu'on a? On a une personne, c'est pas un sportif de haut niveau, mais on a quelqu'un qui connaît un métier, qui a une connaissance pointue dans un domaine spécifique et qui a réussi à la transformer en un outil digital, un asset qu'il a pu revaloriser par la suite. La même chose avec les sportifs. Les sportifs, ils ont accès peut-être à des challenges, peut-être à des domaines, des problématiques qui leur sont propres, et eux connaissent la solution. Après, ils n'ont pas forcément les épaules pour digitaliser cette solution, la construire, en faire un SaaS. Je parle de SaaS parce que c'est un peu mon domaine, mais ils ont une connaissance qui vaut de l'or, parce que moi, je suis très bon dans la tech. Enfin, très bon. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Mais je sais construire des produits, on va dire. La tech, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et moi, ce que je recherche toujours autour de moi, je cherche des gens qui sont spécialisés dans un métier spécifique, qui rencontrent des problèmes spécifiques, et je vois comment mon expertise peut les aider et comment avec mon expertise, on peut construire quelque chose. Et ici, en l'occurrence, les personnes qui sont dans la tech, ils ont cette connaissance métier. Et cette connaissance métier peut valoir quelque chose s'ils arrivent à la donner à la bonne personne. Donc, il y en a un dernier qui est très, très intéressant, qui s'appelle Jeremy Bloom, donc qui a créé un SaaS dans le marketing qui s'appelle Integrate. Et si, donc, voilà, c'était un très grand sport, enfin, c'est un sportif, je ne sais pas si c'était très grand, mais en tout cas, c'est un sportif qui a très bien évolué dans le monde un peu du rugby, donc NFL américain. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est très, très intéressant son parcours. Lui, il a su très, très tôt que sa carrière allait avoir une fin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en parallèle de sa carrière? Il a commencé à suivre des études, il a repris des études de marketing, de business, etc. Et
à partir de là, c'est à partir de là que, bon, on parlait de sa carrière, mais il a créé, à la suite de sa carrière, il a créé ce SaaS, il a créé ce produit qui s'appelle Integrate et qui aujourd'hui aussi des chiffres faramineux. Je pense qu'ils ont levé 10 millions. Il a levé plus de 100 millions. Le produit est utilisé par plus de 40% des Fortune 500, comme on dit. Il traite des millions de données de marketing par jour. Donc, c'est pas un petit produit qu'il a construit par la suite. Et ici, on peut aussi mettre en avant qu'un sportif, dans sa carrière, il construit un réseau. C'est un réseau qui peut l'aider au moment où il va passer à autre chose. Donc voilà, et puis il y en avait une autre, c'était aussi très intéressant. Donc c'est des coachs dans le domaine du cyclisme qui ont lancé un autre SaaS qui s'appelle Training Peaks, et donc ils donnent des conseils à des personnes, personnes de coaching. Et donc ici on a encore le même schéma. Ils ont une expertise métier, ils la digitalisent et ils la proposent un peu ici à Monsieur Tout le Monde. Et parmi les chiffres qu'ils ont, donc cette plateforme Training Peaks, elle a plus de 1,5 million d'utilisateurs. Elle est utilisée dans plus de 120 pays. Donc, on est vraiment sur des success stories en termes de SaaS. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant ici. C'est vraiment le fait que ces sportifs qui performent à haut niveau ont cette capacité à travailler sur leur personnel brand assez facile, ont une connaissance de leur métier qui est assez pointue, et tout ça peut être valorisé par la suite dans plusieurs domaines, notamment dans la tech. Non, c'est clair. Cette connaissance métier assez pointue, comme tu dis, nous, on l'appelle specific knowledge, toujours en rapport avec un peu Naval qui parle des médias et qui dit que pour maîtriser le code des médias, il faut avoir un specific knowledge de la comptabilité et du leverage. Et le specific knowledge, est-ce que, tu vois, je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans une ère où c'est limite obligatoire à l'ère où une IA peut recopier n'importe quel outil technique? Est-ce que ce qui va faire la différence justement entre les futurs SaaS, les SaaS de demain, toi qui es dans l'univers d'Indie Hacker, est-ce que ça va être justement ce specific knowledge, tu vois, cette connaissance accrue de son métier et ce rapport humain en fait au métier? Ouais, tout à fait. Même si on est à l'heure de l'IA aujourd'hui, le specific knowledge va rester un atout fort et puissant parce que faut pas oublier que c'est des humains qui sont à la tête d'un projet. D'accord? Donc, tu peux discuter avec l'IA, mais c'est pas forcément l'IA qui va te donner les petits détails parce qu'il faut aussi l'orienter. L'IA peut donner beaucoup de choses, mais si tu l'orientes pas, il y a des choses qu'elle peut ne pas te dire. Et parfois, ces choses qu'elle te dit pas peuvent faire que tu passes à côté de quelque chose d'important. Tandis que si tu parles à quelqu'un dont ça a été le métier pendant plusieurs années, c'est mieux qu'une IA parce qu'il va t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir. Il va même pouvoir te dire, mais fais attention à ce point-ci, fais attention à ça, fais attention à ci. Et nous, personne dans la tech, c'est une mine d'or. Moi, quand je trouve quelqu'un qui a un specific knowledge, j'essaie de l'exploiter. Et si mon cerveau arrive à faire les connexions et arrive à dire, ça, en fait, ça peut être un produit qu'on peut distribuer facilement parce que celui qui a un specific knowledge, généralement, il a sa connaissance ne s'arrête pas au métier. Il a aussi le réseau. Il a aussi la connaissance des concurrents. Il a aussi la connaissance des prix. Donc, ça va vraiment plus loin que comment ça fonctionne. Non, mais de toute façon, tu prêches un convaincu. Parce qu'on a un peu duré et merci à tous ceux qui sont en live. On n'a pas pris de questions en live, mais on va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Vous verrez, on sera beaucoup plus réactif. Il y a pas mal de commentaires là en live. L'idée, c'était de vous présenter un cas. Alors, soit un cas client, ça peut être aussi des partenaires ou des entrepreneurs tout simplement qu'on admire et qu'on aime beaucoup, et de découper un peu tout ça, de parler de valorisation, de propriété intellectuelle, de brand, et pas qu'on en parle juste d'une manière assez basique. On parle de personal brand, on parle de buzz, on parle de vue. Derrière, il y a de la stratégie, derrière, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, qui peuvent se revendre. Moi, je suis en train de parler avec pas mal d'entrepreneurs, pareil, qui ont dépassé les 10 millions de CA et qui ont un business qui dépend de leur personne et qui commencent à réfléchir, à se dire, OK, mais comment
je peux revendre, comment je peux sortir un peu du jeu et faire un exit, comment je peux mettre un CEO à ma place, etc. Et ça, c'est plein de sujets qu'on aborde au quotidien chez Code et Médias. Et pour ça, on a développé avec Joris et Ange, j'espère que Ange il nous regarde là en live, un agent SPK. Le SPK, c'est le Specific Knowledge. Justement, Joris, tu parlais de Specific Knowledge. Et l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs, peu importe un peu leur stage, leur étape de croissance. Généralement, entre 10 et 20 cas, ça va être de créer du contenu en volume. Donc là, le SPK, il va permettre de vous faire comprendre qu'est-ce qui vous différencie des autres et là où vous pouvez tabler. Il va scraper un peu YouTube et vous donner des idées de quels sont des formats qui performent déjà sur votre secteur. Et donc, du coup, à partir de là, vous allez pouvoir commencer à créer quelque chose qui a fait ses preuves. Entre 40 et 50 cas par mois, généralement, vous avez besoin d'asseoir une autorité, peut-être faire un peu plus de high ticket, voire faire que du high ticket et penser transmission, penser aussi expansion. Et donc là, la personal brand, elle va jouer. Nous, chez Code et Médias, on vient de rajouter 2 briques dans notre accompagnement. Au-delà de la création de YouTube, LinkedIn, ça va être le fait d'éditer et de publier votre livre et de faire des conférences. Donc ça, vraiment, c'est quand on veut passer à un autre level en termes d'entrepreneuriat. Et on a aussi des clients qui sont à 1 à 5 millions, voire plus, qui là, pareil, c'est les mêmes besoins et c'est assez marrant parce que peu importe l'étape de croissance d'un entrepreneur, on retrouve les mêmes besoins chez nos clients et donc c'est d'avoir cette autorité, peut-être de faire un peu plus de RP, de développer un peu son specific knowledge, de mettre la lumière en tout cas sur ce qu'on a fait auparavant pour avoir accès à de plus gros deals, de l'acquisition fusion, des exits, etc. Et donc, si c'est des sujets que vous rencontrez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nos équipes, à prendre rendez-vous. On a le Specific Knowledge là qu'on va mettre, Ange, il n'est pas là, mais on va le mettre à disposition de 100 premiers users. Donc, vous allez pouvoir tester cet agent IA et nos équipes sont là pour prendre rendez-vous et vous accompagner. Et je tenais à conclure tout ça, à vous remercier avant de conclure tout ça. Karine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joris. Et mon co-host, Monsieur Noah. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot peut-être? Moi, je ne vais rien rajouter. En tout cas, merci à ceux qui nous ont suivis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat quand même. On reprendra peut-être dans l'épisode prochain, peut-être. Dans 2 semaines, on va essayer tous les 15 jours, on va essayer de vous faire un live comme ça avec un invité. Le prochain invité, est-ce que je peux teaser, Joris, tu penses que je peux teaser le prochain invité ou on laisse ça surprise? On laisse ça surprise. On reste dans la femme de l'ombre et l'idée, c'est justement de rester uniquement sur la performance, sur les chiffres, sur la structure et pas forcément sur l'humain ou sur ce qui brille. Donc, on vous remercie. Je coupe le live et on se dit à très